journée qui a la particularité de se trouver dans plusieurs endroits. Voilà, vous aurez entendu, je ne suis pas seule dans cette pièce. Bonjour à tout le monde. Le cycle de rencontres Ramène ta science, c'est des journées de vulgarisation scientifique pour sensibiliser les bibliothèques aux sciences. Et il y a plusieurs journées par an organisées avec diverses médiathèques départementales. Et donc, le programme de cette journée a été concocté avec l'aide de médiathèques de l'Aveyron, du Lot et de l'Hérault. C'est pour ça qu'il y a des journées, il y a des personnes qui sont en présentiel à Rodez et à Montpellier. Et bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans l'aide précieuse et le soutien et l'organisation, enfin tout en fait, de Délire d'encre et en particulier de Clotilde, qui est avec nous. Du coup, ces rencontres seront enregistrées, elles seront mises en ligne après coup et on peut y aller, je crois. Une bonne rencontre. Mais bonjour à tous, donc nous allons commencer avec la première table ronde qui s'intitule « Connaître et utiliser le vent ». Donc cette table ronde réunit d'un côté donc Sébastien Laflorency, qui est météorologue travaillant pour Météo France et qui est spécialisé dans l'observation des phénomènes météorologiques, et il est également professeur à l'École nationale de météorologie de Toulouse. Et de notre côté, nous avons Paul No, qui est un physicien expert en énergie renouvelable et sur leurs incidences sur l'environnement. Et il est également expert pour l'association Negawatt. C'est une association qui travaille sur un scénario pour une France à 100% sur des énergies renouvelables. Pour vous expliquer rapidement le fonctionnement de cette table ronde, donc les questions auront lieu à la fin dans un quart d'heure. Si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à les mettre dans la discussion pour ceux qui sont directement dans le Zoom pour que je puisse les poser aux intervenants. Et pour ceux qui sont en présentiel, donnez-les à mes collègues qui me les retransmettront. Donc, nous allons commencer. Donc, peut-être avec Sébastien. Est-ce que vous pourriez nous présenter le vent? Qu'est-ce que c'est? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, le vent, un phénomène météorologique, je dirais, qui sensibilise tout le monde. On en parle très régulièrement dans les médias parce que le vent peut causer des dégâts aux personnes et aux biens. Donc, le vent est évidemment un paramètre météorologique particulièrement surveillé par la communauté météorologique mondiale. Alors, pour le vent, je dirais que, il faut tout d'abord imaginer que la Terre est éclairée par le Soleil. Et le Soleil, bien sûr, ne va pas éclairer la Terre de la même manière. La Terre étant inclinée sur son axe de rotation. Et en plus, la Terre est ronde. Donc, le pôle Nord, les pôles seront moins soumis au rayonnement solaire direct que la zone équatoriale. Et donc, par voie de conséquence, si vous avez une disparité en termes d'énergie directement issue du Soleil en fonction des latitudes au niveau de la Terre, la répartition de l'énergie va vouloir s'équilibrer et des mouvements de vent, des mouvements d'air vont partir des pôles, de la ceinture équatoriale pour remonter vers les pôles afin de rééquilibrer, de redistribuer, je dirais, ces énergies distinctes, différentes en fonction des latitudes. Et cette redistribution se matérialise par du vent. Alors, j'avais un diaporama disponible, voilà, très bien. Donc, sur la première diapositive du diaporama, on retrouve un petit peu la représentation de la Terre en orbite autour du Soleil. Donc, si je peux avoir la deuxième diapo, s'il vous plaît. Alors, attendez, ça va arriver. Voilà. Parfait, parfait. Donc voilà, à l'origine de tout, l'énergie reçue du Soleil. Donc la Terre tourne et en fonction du jour de l'année, c'est soit le pôle Nord qui est incliné vers le Soleil. On est au 21 juin, c'est le solstice d'été. Soit c'est le pôle Sud qui est incliné vers le Soleil, c'est le solstice d'hiver le 21 décembre qui arrive bientôt. Et donc, on peut le voir que l'énergie disponible à la surface de la Terre est fonction du jour de l'année. Et donc, ces différents apports d'énergie vont se matérialiser par des mouvements d'air. Je prends souvent l'exemple
du courant d'air que l'on fait à la maison ou dans son appartement en plein été. Quand il fait très chaud, on a pour habitude d'aérer sa maison et notamment d'ouvrir une fenêtre sur la façade à l'ombre et d'ouvrir une autre fenêtre, si vous avez des fenêtres et un appartement traversant, côté soleil. Et effectivement, un courant d'air va s'établir et le courant d'air dans la maison va s'établir de la fenêtre à l'ombre vers la fenêtre au soleil. Les différentes températures vont entraîner des mouvements. Pourquoi ces différentes températures entraînent-elles des mouvements d'air, qui s'apparentent au vent tout simplement? Eh bien, c'est parce que ces différentes températures vont générer des différences de pression atmosphérique. Un air très chaud va être léger, il va se soulever. Un air beaucoup plus froid va être lourd et par gravité va tomber. Donc un air très chaud sera plutôt associé à des pressions atmosphériques basses, alors qu'un air froid sera associé à des pressions atmosphériques hautes. Et donc si on peut passer à la diapositive numéro 3, on va retrouver un petit peu la répartition de ces différentes pressions atmosphériques à la surface de la Terre. Et donc, cette répartition des différentes pressions atmosphériques vont favoriser des mouvements d'air. On va appeler ça la circulation générale. La Terre a une circulation générale. Et donc, on va retrouver ici, donc matérialisé par des A, ce sont les zones anticycloniques, des zones de haute pression atmosphérique, et les D, donc les fameuses dépressions. Nous, en Europe, et plus particulièrement en France, on est régulièrement sous l'influence de la fameuse dépression d'Islande, donc qui circule au niveau des latitudes du nord des îles britanniques à peu près, et qui vont piloter sur la France généralement des vents, comme on peut le voir avec la flèche juste en dessous, des vents plutôt orientés au secteur ouest. Sur la diapositive suivante, on a une vision beaucoup plus globale de cette notion de circulation générale. En somme, si on considère les deux hémisphères, nord et sud, on a une météorologie très particulière que nous appelons la météorologie des latitudes tempérées, des moyennes latitudes. Aux alentours, entre le 40e et le 50e parallèle, donc précisément la position de la France dans l'hémisphère nord, mais nous retrouvons exactement la même configuration dans l'hémisphère sud, avec un écoulement de l'atmosphère d'ouest en est. Donc, on verra plus tard dans la discussion, lorsque je descendrai en échelle, là je suis sur une échelle globale, mais lorsque nous arriverons à une échelle un petit peu plus, je dirais, régionale, on verra que certes, nous avons un mouvement général de secteur ouest, mais les vents locaux, parfois, eh bien, ne répondent pas toujours favorablement à ce déplacement d'ouest, donc généré par la circulation générale. À l'équateur, donc entre les latitudes tempérées de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, nous retrouvons au contraire un flux global, une circulation générale de secteur est, les fameuses alizées, donc qui vont notamment souffler de l'Afrique vers l'Amérique. Alors, je dirais que avant de descendre en échelle, cette image satellite est intéressante. Elle nous permet de constater que l'hémisphère nord, finalement, ne sera pas traité de la même manière que l'hémisphère sud au niveau de l'écoulement de la circulation générale, car l'hémisphère nord est avant tout recouvert de continents, alors que l'hémisphère sud est avant tout recouvert d'océans. Et bien entendu, lorsqu'un flux général va s'écouler sur du continent, sur de la terre, sur des montagnes, eh bien c'est rugueux. Et nous verrons plus tard que, justement, dans l'hémisphère nord, on va avoir cette notion de vents locaux, de vents régionaux très prégnante à cause justement de la présence de nombreux continents, de nombreuses surfaces terrestres, avec donc cette notion de rugosité. Peut-on passer à la diapositive suivante, peut-être? Oui, ça arrive. Voilà. Donc là, on descend en échelle. Nous voilà maintenant à l'échelle, je dirais, continentale, européenne, Nord-Afrique aussi. Et donc, nous retrouvons, voilà, par exemple, ici, une tempête. Alors, dans un premier temps, on va parler de perturbations météorologiques. Et ensuite, on verra que certaines perturbations peuvent être qualifiées de tempêtes. Et on verra que le terme tempête, eh bien, nécessite une certaine vitesse de vent mesurée. Et donc, ces tempêtes circulent donc dans ce régime d'ouest et viennent s'échouer sur les côtes françaises, britanniques, irlandaises, espagnoles, portugaises, et donc vont ensuite généralement s'accompagner de vents parfois très forts
sur la France. Mais comme je vous le précisais, attention, dès que nous allons trouver, dès que la tempête va arriver sur du relief, eh bien, le comportement du vent sera probablement, je dirais, perturbé par justement cette notion de rugosité. Alors, une fois, imaginons que la perturbation météorologique accompagnée de sa tempête eh bien, arrive sur le territoire français. Donc, globalement, avec un vent dominant d'ouest, eh bien, regardons un petit peu la diapositive suivante et vous allez pouvoir justement bien appréhender les vents dominants français. Avec ici une carte qui se nomme la rose des vents. Donc, voici notre manière à Météo France de présenter les vents dominants français avec ici, sur cette carte, eh bien, le vent maximal instantané quotidien. Alors, sur une période assez importante, de 1991 à 2020, en Météo France, je vous rappelle que lorsque nous établissons des normales climatiques pour regarder si nous sommes au-dessus ou en dessous, ces normales climatiques sont calculées sur 30 années glissantes. Et donc, sur les 30 dernières années, eh bien, nous devinons, notamment sur la côte atlantique, que globalement, les vents dominants, la majorité des vents dominants, eh bien, sont des vents d'ouest à sud-ouest et très rarement, parfois, nord-ouest. Donc, ça, c'est, je dirais, bien en accord avec cette fameuse circulation générale atmosphérique d'ouest sous nos latitudes. À l'intérieur du pays, on retrouve effectivement toujours cette composante sud-ouest dominante, avec, alors pour détailler un petit peu cette rose des vents, les occurrences de vent comprises entre 60 et 80 km/h sont en bleu. Donc, ce sont les occurrences les plus fréquentes, celles qui graphiquement occupent la plus grande empreinte, la plus grande R. Ensuite, passons aux vents compris entre 80 et 100 km/h de couleur verte. Ils sont moins fréquents. Et bien évidemment, je peux d'ores et déjà dévoiler le petit secret, mais nous parlons de tempêtes à partir de 100 km/h de vent. Et donc, voilà, nous voyons qu'effectivement, nous pouvons observer, nous avons des occurrences de tempêtes un petit peu, eh bien, sur tous ces points de référence, avec ces franges colorées en orange qui simulent la présence de très forts vents, alors en fréquence beaucoup moins nombreux que les vents à 60 km/h, par exemple, mais bien sûr, qui sont présents. Alors, par exemple, toujours pour parler de cette particularité régionale ou locale des vents, regardons par exemple, ne serait-ce que la rose des vents toulousaine. On est à Toulouse, donc permettez-moi de parler un tout petit peu de secondes de Toulouse, mais ne vous inquiétez pas, je parlerai de l'Hérault, de l'Aveyron et du Lot tout à l'heure, mais par exemple à Toulouse, nous avons deux vents dominants. Nous avons un vent dominant d'ouest à nord-ouest, qui est un accord parfait avec la circulation générale, mais nous avons aussi et surtout un vent dominant de secteur sud-est, qui est à contresens de la circulation générale, et qui, ce vent dominant de sud-est à Toulouse, est directement lié à la présence des Pyrénées. Donc, pour vraiment parler de vent dominant en France, et notamment de particularités locales, eh bien, nous allons pouvoir passer, s'il vous plaît, à la diapositive suivante, et considérer la notion de rugosité. Avec la petite carte en relief à gauche, eh bien, nous voyons que les sommets français sont essentiellement concentrés sur la partie est du pays, avec le Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges, les Pyrénées au sud, bien entendu. On peut se douter que lorsque le vent va se confronter à des montagnes, eh bien, il va soit les contourner, soit par exemple dans le couloir rhodanien, avec notamment le fameux Mistral. Lorsque le vent de nord s'engouffre dans ce goulot d'étranglement, eh bien, nous avons une accélération subite du vent à partir de la région lyonnaise jusque dans les Bouches-du-Rhône, qu'on appelle le fameux Mistral, et qui accélère subitement, parce qu'on voit très très bien sur la carte de relief, eh bien, qu'il y a un net resserrement du relief entre le Massif central et les Alpes. L'effet physique est ce qu'on appelle l'effet Venturi, qui va venir voir l'accélération subite du vent, et donc nous allons avoir le Mistral. Pour revenir, par exemple, restons un petit peu dans la région héroltaise, par exemple, qui pourrait être concernée par du Cers, ou par exemple, un petit peu plus au sud, mettons l'Aude et les Pyrénées-Orientales, la Tramontane.
eh bien, nous sommes là aussi avec un vent local, un vent, je dirais, qui est généré par, alors certes, il est piloté bien évidemment, comme c'est un vent de nord-ouest, il est piloté par la circulation générale atmosphérique, mais arrivé au niveau du seuil de Naurouz, donc sur le canal du Midi, la zone de partage des eaux, eh bien, vers Carcassonne, nous allons avoir un resserrement, de nouveau, un goulet d'étranglement avec le Massif central au nord, les Pyrénées au sud, et une subite accélération du vent qui va générer la fameuse tramontane. Et la tramontane peut, je dirais, s'exprimer par des vents particulièrement forts qui pourraient, dans certaines situations, prendre la caractéristique de tempête, car bien évidemment, ils dépassent très fréquemment, très régulièrement, les 100 km/h. Avant de passer à la suite du déroulement de la matinée, je dirais un dernier mot sur le vent d'OTAN toulousain, vent d'OTAN qui vent de sud-est, que l'on peut retrouver donc dans une grande partie de l'Occitanie. On le retrouve jusqu'au nord de l'Occitanie, ce vent de sud-est peut souffler notamment à Rodez ou à Gourdon. Je parle de Gourdon parce que c'est notre station météorologique de référence pour le Lot. Et là, par exemple, ce matin, là, en ce moment, alors que je vous parle, eh bien, à Rodez et Gourdon, nous avons des vents d'est à sud-est qui soufflent aux alentours de 10 km/h. Donc là, en ce moment, on a un léger vent d'OTAN. Ce vent d'OTAN est tout simplement la conséquence du fun qui souffle sur les Pyrénées. Donc, vous voyez là, ce fameux vent de sud-sud-ouest qui souffle sur les Pyrénées. Eh bien, lorsque le vent passe par-dessus le relief des Pyrénées, eh bien, dans les zones abritées du vent, notamment donc Haute-Garonne, Tarn et Garonne, et parfois jusqu'au nord de la région, eh bien, on observe un vent local très, je dirais, très sensible, très turbulent, qu'on appelle le vent d'OTAN. Et c'est exclusivement lié à la présence des Pyrénées. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite et notamment comment va-t-on pouvoir utiliser éventuellement ces vents. Donc, je pense que pour les tempêtes, on va peut-être laisser la parole à Paul et puis on y reviendra tout à l'heure. Oui, oui, merci beaucoup Sébastien. En effet, on va passer à Paul qui peut-être va, après cette super présentation sur comment se forme le vent, nous expliquer un peu comment on l'utilise, depuis quand et ce qu'on en fait, s'il veut bien. Bonjour à tous, donc je vais rebondir sur ce qui a été présenté par Sébastien. Donc je veux bien qu'à l'écran apparaisse le diaporama que j'ai présenté. Donc comme c'était indiqué là, donc mon métier c'est de travailler sur les impacts sur l'environnement des énergies renouvelables électriques, le soleil et le vent, mais c'est pas ça le plus important. Ma première diapo pour répondre au sujet, c'est sur l'histoire de l'exploitation du vent. Et donc, je ne suis pas un historien, donc je ne vais pas tout raconter parce que je n'en suis pas capable. Mais j'ai préparé un petit zoom. Et le zoom, justement, ça rebondit sur ce qui a été présenté par Sébastien. Ça m'a coupé le son. Donc, ce que je... Pardon, il y a... Non, ne vous inquiétez pas, elle est en train d'arriver. Il y a donc... Je rebondis en présentant les moulins à vent qui existaient dans le Lauragais, qui étaient donc en partie alimentés par le vent d'OTAN et pas. Et donc, dans les années 1750 et avant, on quantifie le nombre de moulins à vent en France à 12 000. Hein. Donc, c'est un nombre conséquent. Hein. Il y avait plus de moulins à eau, mais il y avait un nombre important de moulins à vent. Et donc, on les plaçait dans des endroits qui étaient ventés, d'où l'explication du nombre donc, de moulins à vent dans le Lauragais, avec une carte disponible qui sont les cartes de Cassini et qui localisent ces moulins à vent. Et donc, j'invite vous qui êtes potentiellement des pédagogues, à vous appuyer sur ces cartes de Cassini pour lancer les débats sur l'exploitation du vent. Et c'est ce qu'on a à l'écran, hein, donc cette diapo-là. Et donc, de mon côté, sur cette carte qui est dans le Lauragais, hein, vous voyez Villefranche de Lauragais, sur cette carte, j'ai repéré moi-même 6 moulins à vent. Donc,
c'est un travail qui n'est pas simple, parce que la représentation n'est pas toujours facile, mais à retenir ce nombre de 12 000 moulins à vent en France à la fin du 15e et puis après. Donc, la première indication. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la France est un pionnier de l'éolien, puisqu'en 1946, à Carcassonne, il y a eu le premier congrès du vent. Donc, ça voulait dire qu'il y avait en 1946 assez de spécialistes du vent pour se réunir. Et donc, on voit que l'histoire de l'exploitation du vent en France date depuis longtemps. Donc, si on clique sur la diapo, on s'aperçoit pour ceux que ça intéresse, si on fait donc défiler cette diapo, que lors de ce congrès du vent, il y avait déjà eu une présentation sur les questions esthétiques et énergie éolienne, alors qu'à l'époque, les éoliennes étaient quand même, ou les moulins à vent, ou les éoliennes étaient de faible taille. La diapo suivante montre justement que la France a continué à être un... Non, s'il vous plaît, en arrière. La France a continué à être un leader en matière d'exploitation de l'énergie du vent, puisque dans les années 1955-1966, EDF, avec d'autres bureaux d'études spécialisés, ont construit des grandes machines. Vous voyez à gauche une machine, quand on dit machine de 35 mètres, c'est 35 mètres de diamètre, 1000 kilowatts. Donc, c'est des machines de grande puissance qui ont été installées dans deux endroits. D'une part, à Saint-Rémy-des-Landes, dans la Manche, puis d'autre part, à Nogent-le-Roi. Et donc, à cette époque-là, on était au monde les premiers à travailler sur l'exploitation de l'énergie du vent à des fins électriques. Et puis, quelques années plus tard, pour le citer, le général de Gaulle a fait un choix différent en disant la France se lance dans le nucléaire pour des raisons à la fois civiles et militaires. Mais on a été un pionnier. Diapo suivante, pour indiquer que 1991, pour moi, c'est une année un petit peu révélatrice. Donc, si je pars de ce qui est indiqué en bas de ma diapo, c'est en 1991, le premier parc éolien terrestre a été installé en France, dans l'Aude. En fait, c'était une seule éolienne, mais c'était le premier parc éolien installé sur Terre en France. Et la même année, le Danemark, qui était très en avance, lui installait son premier parc éolien en mer. Donc nous, notre premier parc éolien sur Terre, eux, ils avaient déjà beaucoup d'éoliennes sur Terre, mais ils en installaient aussi en mer. Et pour la petite histoire, 25 ans plus tard, les éoliennes ont été démantelées. Les Danois ont l'expérience de construire des parcs éoliens en mer, de les exploiter et les démanteler. Et nous, ce n'est que cette année 2022 qu'on a eu notre premier parc éolien en mer. Donc, de manière générale, un grand retard de la France en matière d'exploitation de l'énergie du vent. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc là, je vais rentrer un peu dans la technique. On est quand même dans des journées techniques, donc je vais mettre de la technique. Au fil des ans, au fil des décennies, on a eu des milliers, des dizaines ou des centaines d'inventeurs qui ont inventé des éoliennes. Donc, si je pars du début, en haut à gauche, il y a eu des éoliennes avec une seule pale qui tournait, avec 2 pales, avec 3 pales, avec plein de pales, des éoliennes de pompage. On a des éoliennes où le vent frappe le rotor avant la nacelle, puis des éoliennes où le vent frappait la nacelle avant le rotor. Des éoliennes à axe horizontal, des éoliennes à axe vertical. Donc, il y a eu tout un écosystème d'éoliennes qui a été inventé, testé. Et de tout cet écosystème, il y a l'éolienne tripale qui a montré qu'elle avait énormément d'avantages. Et c'est celle qui est développée aujourd'hui. Diapo suivante. Alors, la diapo suivante montre que j'ai des petites illustrations, donc si on veut faire développer, donc une éolienne, aujourd'hui c'est tripale, donc c'est un mouvement de rotation qui est régulier. L'éolienne se tourne face au vent. Je me suis aperçu
en expliquant le fonctionnement d'une éolienne, que tout le monde n'avait pas assimilé le fait que l'éolienne tournait sur elle-même. Donc derrière le rotor, il y a une nacelle. Ensuite, il y a un mât qui est creux, hein, qui permet aux techniciens d'accéder à la nacelle. Et puis, dans cette tour, vous avez la descente d'électricité, et puis en bas, les fondations. Si on fait développer cette diapositive, vous avez les commentaires dont je viens de vous parler. Est-ce qu'on peut Donc, vous voyez, le rotor tripale, la nacelle, la tour tubulaire et les fondations. Donc, la diapo suivante, pour vous montrer que les dimensions aujourd'hui d'une éolienne que l'on installe aujourd'hui, le point haut est à environ 150 mètres au-dessus du sol. Pour un diamètre, là qui est indiqué de 130 mètres et quelques, ce qui veut dire une pale qui va faire 65 mètres de haut. Donc, on est avec des dimensions conséquentes, hein, on est avec des dimensions conséquentes et des puissances conséquentes. Hein, là, vous voyez le nom de l'éolienne, c'est N133, comme diamètre 133 mètres, hein, donc quelque chose de significatif, et 4,8 comme la puissance en mégawatts, donc 4,8 mégawatts, donc 4800 kilowatts. Diapo suivante, s'il vous plaît, qui va vous montrer que on a testé en grandeur nature d'autres machines à axe vertical qui ressemblent à un batteur à œuf, avec, on aperçoit des haubans, ou alors éoliennes munies, on va dire, d'un concentrateur d'air. Et donc, ces deux technologies, celle de droite pour des raisons techniques et esthétiques, et puis celle de gauche aussi pour des questions techniques, n'ont pas été au-delà de réalisation de quelques prototypes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Pour expliquer que dans l'éolien, il y a une formule à retenir. Donc, cette formule, elle est importante à simuler en termes d'existence, de composants, parce qu'elle permet de comprendre toute la logique de développement de l'éolien. Donc, la puissance d'une éolienne, elle est fonction de la surface balayée par les pales. Donc, c'est la surface. Plus la surface est importante, plus vous allez récupérer du vent. Ça veut aussi dire que si vous avez, parfois on le voit sur le net, des éoliennes soi-disant miraculeuses qui sont constituées d'un seul mât, ce n'est que la surface captée par ce mât-là qui va récupérer du vent et qui va produire donc des surfaces faibles. Et puis un élément qui est important, c'est fonction du cube de la vitesse du vent. Donc la vitesse du vent est importante, mais c'est proportionnel du cube. Donc la différence entre un site moyennement vanté et un site très vanté, elle est gigantesque parce que c'est fonction du cube de la vitesse du vent. Donc cette illustration-là permet de comprendre le pourquoi. Et par exemple, on va dire c'est moins intéressant de mettre plein de petites éoliennes, parce que qui dit plein de petites éoliennes, on va être plutôt à des altitudes qui vont être plus faibles, et donc un vent plus faible, et donc des récupérations d'énergie moins importantes, parce que c'est fonction du cube de la vitesse. La diapo suivante, la diapo suivante donc, montre l'évolution du vent en fonction de l'altitude. À gauche, vous avez les éoliennes de première génération, enfin, qui pouvaient culminer avec un mât à 80 mètres de hauteur. Et donc, on voit que on récupère une certaine énergie. Mais avec des éoliennes qui sont plus hautes, on a un vent plus important, et donc un vent plus important au cube, ça fait beaucoup d'énergie récupérable en plus, et comme on est plus haut en hauteur, on peut avoir un rotor plus important. Donc c'est le pourquoi de la tendance à avoir des éoliennes de plus en plus grandes, et donc de plus en plus hautes, et donc de plus en plus puissantes. La diapo suivante pour expliquer le fonctionnement d'une éolienne, elle aussi, elle est importante. Donc, c'est en anglais.
C'est une illustration ancienne parce qu'elle fait référence à des éoliennes de 500 kW, alors qu'aujourd'hui, on peut rajouter, au lieu de 500 kW, on peut mettre 3500 kW, mais elle explique tout. Et là, en bas, vous avez la vitesse du vent. Une éolienne commence à tourner à 3 mètres par seconde. 3 mètres par seconde, c'est à peu près 10 km/h. Et avec le vent qui souffle, l'éolienne va produire de plus en plus. Donc, c'est une production qui est variable. Et c'est à 12 mètres par seconde ou 13 mètres par seconde, donc ça veut dire à peu près 50 km/h, que l'éolienne va fonctionner à sa puissance maximale. Et entre le 12 mètres ou le 13 mètres par seconde et 25 mètres par seconde, en gros, l'éolienne va produire sa puissance maximale. Et à partir de 25 mètres par seconde, on va arrêter les éoliennes pour des raisons de sécurité. Je vous ai dit précédemment que l'énergie récupérable était fonction du cube de la vitesse du vent. Donc, dans ces cas-là, on a des énergies disponibles très conséquentes et on arrête l'éolienne. Donc, pour formuler autrement, une éolienne produit entre 3 mètres par seconde et environ 25 mètres par seconde. Ça correspond à peu près 80 à 90% du temps. Et elle produit elle produit une énergie à puissance variable. Donc, c'est pas, si j'anticipe sur des remarques, ce n'est pas une énergie intermittente, c'est une énergie variable et totalement prévisible. Et je dirais merci aux collègues de Sébastien de toute cette connaissance sur la prévision de la production éolienne grâce à la modélisation météorologique. La diapo suivante pour maintenant pour indiquer la place de l'éolien dans le mix énergétique français. Alors, à gauche, vous avez quelque part la différence entre énergie et électricité. L'électricité, c'est ce qui est en bleu, c'est 25% de l'énergie consommée en France. On consomme du pétrole, on consomme du gaz fossile, on consomme du bois, etc. Enfin, on consomme du bois, oui. Et l'électricité, c'est que 25%. Et donc, dans ces 25%, l'éolien, c'est aujourd'hui 7% en France. L'essentiel étant nucléaire, on a aussi l'hydroélectricité, mais c'est un 7% qui est en augmentation. Donc, c'est ça qui est important à retenir, c'est que ne pas confondre énergie et électricité. La diapo suivante, pour situer la place de l'éolien en France et dans d'autres pays européens. Donc la France, c'est des chiffres de 2019, mais l'ordre de grandeur reste valable. Aujourd'hui, les parts sont plus importantes, mais j'irais la position de la France en Europe, c'est exactement la même. On est à 7%. La moyenne européenne, c'est à 15%. Donc, on est en retard par rapport à la moyenne. Et on a un pays comme le Danemark qui a 50% de son électricité fournie par l'éolien. On a l'Irlande qui a plus de entre 30 et 35%, avec uniquement de l'éolien terrestre, alors que le Danemark, c'est de l'éolien terrestre et de l'éolien en mer. Le Portugal, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne. Donc, on voit là un certain nombre de grands pays, qui sont des pays riverains de la France, qui utilisent, qui exploitent l'énergie éolienne de manière nettement plus conséquente que nous, la France. Donc, on est un pays qui a été leader et puis qui aujourd'hui est très en retard dans le développement de l'éolien. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, on est sur la puissance installée, donc fin septembre 2022. Donc ce sont vraiment les derniers chiffres disponibles. Donc si la région Occitanie, en général, a été pionnière dans l'installation de parcs éoliens, je vous ai indiqué tout à l'heure que le premier parc éolien installé en France a été installé dans l'Aude en 1991, en même temps que la Bretagne. Aujourd'hui, les régions leaders, c'est le nord de la France, ce sont les Hauts-de-France, le Grand Est. Donc, en Occitanie,
Le premier département, ça doit être l'Aude. Ensuite, on a à égalité à peu près l'Aveyron et puis l'Hérault. Et puis derrière le Tarn. Et puis ensuite les Pyrénées-Orientales. Donc on a cette représentation de la puissance. De mémoire, il y a 75% et aussi 75 départements qui exploitent l'énergie du vent aujourd'hui en France. Et pour resituer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, en gros, aujourd'hui en France, on a 9000 grandes éoliennes. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu 12 000 moulins avant en France, on va dire au moment de la Révolution française, hein, dans ces périodes-là. Donc aujourd'hui, on a moins de grandes éoliennes qu'il y avait de moulins à vent à l'époque. Évidemment, les tailles ne sont pas les mêmes. On peut noter aussi que quand on dit parc éolien, c'est un regroupement d'éoliennes, mais c'est une comparaison que je trouve intéressante. La diapo suivante, s'il vous plaît, pour maintenant sur ce qu'on m'a demandé de parler, c'est sur les impacts de l'éolien. La première chose à dire, c'est que l'éolien permet de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est RTE, les réseaux de transport d'électricité qui le dit et qui a montré que pour l'année 2019, les émissions évitées par l'éolien et le solaire ont représenté 20 millions de tonnes de CO2, dans le détail, parce que ça permet d'éviter des productions à la fois en France et dans les pays voisins, parce qu'on est dans un réseau interconnecté. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, la diapositive suivante, s'il vous plaît, c'est pour commencer à parler des impacts. Donc quand on parle d'impact paysager des éoliennes, il y a deux approches. Il y a l'approche cacher ces éoliennes que je ne saurais voir. Je ne veux pas les voir, mettez le plus loin possible. Je peux le raccrocher à des débats qu'il y a eu récemment des sénateurs qui avaient proposé de mettre les éoliennes en mer à au moins 40 km des côtes. Et puis l'autre constat, c'est de rendre à l'énergie sa matérialité dans le paysage pour deux raisons. La première, c'est que quand moi j'appuie sur un interrupteur qui va produire, et donc je vais bénéficier de l'électricité, je ne vois pas comment l'électricité est produite. Hein. C'est loin, ça peut être très polluant, mais c'est loin. Tandis qu'avec les énergies renouvelables, donc dans ce cas-là, je mets l'éolien, je mets le solaire, et je peux même mettre les méthaniseurs, on rapatrie une production locale, donc on rapatrie des nuisances ou des gènes potentiels qui vont avec. Mais on est complètement dans la logique des choses. Hein. L'énergie a été produite et donc ça a été quelque chose qui génère nécessairement des impacts, mais on rapatrie des impacts et surtout que ce sont des impacts qui sont plutôt en général réduits, limités et réversibles. Et puis l'autre idée de cette tribune, c'est de dire qu'aujourd'hui, on visualise les conséquences du bouleversement climatique. Elles sont importantes, ces conséquences. Donc, il y a un côté anxiété, il y a un côté angoissant. Et avec l'apparition de solutions pour pour combattre ce bouleversement climatique, on a un élément qui peut rassurer, un élément qui peut être positif, un élément qui peut répondre à cette anxiété. Donc, le côté paysage et parc éolien, c'est quelque chose qui est plus complexe que les éoliennes, c'est moche ou c'est pas moche. Et la diapo suivante, hein, si je me trompe, c'est la dernière que je vais présenter. Donc, je ne listerai pas tous les impacts des parcs éoliens qui sont étudiés dans les études d'impact sur l'environnement que les bureaux d'études spécialisés peuvent faire. Mais un constat de mon expérience, c'est que pour on va dire, l'essentiel des impacts ou nuisances potentielles des éoliennes, c'est qu'on a une solution d'arrêt temporaire ou de bridage de l'éolienne pour limiter cet impact. Très concrètement, pour les raisons acoustiques, si à un moment on a un risque de dépassement des niveaux sonores, on va faire fonctionner l'éolienne au ralenti.
Et ça arrive régulièrement pour la nuit. Pour les chauves-souris, de la même manière. Pour éviter les collisions avec les chauves-souris, on va arrêter de manière temporaire et de manière préventive la rotation du rotor pour éviter ces collisions. Pour les oiseaux, de la même manière. On va détecter l'approche d'un oiseau et on va arrêter en urgence l'éolienne. Et puis les ombres portées, donc qui sont la variation de luminosité d'éclairage lié sur une baie vitrée par exemple, on va arrêter de manière préventive l'éolienne à ces moments à risque de création d'ombres portées. Et au final, avec ces arrêts temporaires ou ces hybridages, on va perdre de la production électrique, on va perdre 4 à 5%, mais on va réduire 90 ou 95% ou plus encore des impacts ou nuisances potentielles. Je crois que c'est ce que je voulais vous présenter. Je crois que la diapositive suivante parle d'autre chose. Et donc, je relaisse la parole à vous, animatrice. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation. C'était très intéressant. Vous avez parlé que du coup, les éoliennes étaient à l'arrêt avec un vent supérieur à 25 mètres par seconde. Mais du coup, il y a sûrement des vents supérieurs. Sébastien, est-ce que vous pourriez nous parler des tempêtes et des fortes vents, s'il vous plaît? Oui, absolument. Donc, effectivement, merci de faire le lien avec cette intervention de haut niveau de Paul, qui effectivement nous précise que l'éolienne est débridée à partir donc, de 25 mètres secondes, qui correspondent à peu près donc, 90 km à l'heure. Et 90 km/h, eh bien, précisément, c'est, pour ainsi dire, la définition de la tempête météorologique. Alors, une tempête météorologique s'accompagne de vents soufflant à au moins 89 km/h, de vent moyen. Qu'appelle-t-on le vent moyen en météorologie? Le vent moyen, c'est un vent que l'on moyenne sur 10 minutes. Donc, déjà 89 km/h observés, moyennés pendant 10 minutes, ça nous permet d'observer des rafales largement supérieures à 100 km/h. Et donc, bien évidemment, pour éviter les dommages sur la structure de l'éolienne, celle-ci sera débridée. Alors, vous avez ici à l'écran un petit synoptique, une petite vision donc des 40 tempêtes majeures en France entre 1980 et 2022, avec donc on voit un petit peu donc des tempêtes, je dirais, assez iconiques, notamment les fameuses tempêtes de 99, qu'hélas aujourd'hui nos jeunes, évidemment, n'ont pas vécu. Ces tempêtes de 99 ont été, je dirais, assez significatives, assez traumatisantes, parce que bien évidemment, eh bien, elles ont causé énormément de dégâts sur les biens, mais aussi, hélas, sur les humains. Et ce qui a été particulièrement, je dirais, significatif cette fin 1999, c'est que les tempêtes Lothar et Martin se sont produites en 3 jours. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, je vais pouvoir donc faire un petit focus sur cette première tempête donc, qui a eu lieu le 26 décembre 1999. C'était la tempête Lothar. Alors, la tempête Lothar, eh bien, comme on peut le voir ici sur ce diagramme de réanalyse de la situation, eh bien, nous trouvons des occurrences sur la moitié nord du pays, de vents dépassant les 100 km/h sur quasiment la moitié du pays nord, avec un passage, je dirais, de la pointe bretonne jusqu'au nord-est en passant par la région parisienne, avec des occurrences dépassant très fréquemment les 160 km/h et même potentiellement au-delà de 180 km/h. Alors, ces tempêtes donc, ont été particulièrement dévastatrices, surtout que le lendemain, diapositive suivante s'il vous plaît, donc là on est le 26 avec Lothar, et ensuite le 27, s'est abattue sur la France la tempête Martin, qui par contre à son tour, elle n'a concerné quasiment que la moitié sud du pays. Et par exemple, le 27 décembre 1999, était mesuré à Montpellier 96 km/h. Donc finalement, un vent pas si important
pour, je dirais, la situation météorologique, sachant qu'à Montpellier, le vent maximal absolu a été mesuré donc, en mars 2017 avec 120 km à l'heure. Donc, finalement, cette tempête de 99 a un petit peu épargné Montpellier, un petit peu moins Gourdon pour le Lot avec 103 km à l'heure. Et enfin, Rodez, donc Rodez sur l'aéroport donc à Marcillac, le 27 décembre 1999, a été soumis à une vitesse de vent de 152 km à l'heure. Donc, bien évidemment, quelque chose de particulièrement tempétueux. Juste pour revenir au record, je dirais, de ces 3 jours, je dirais, assez caractéristiques et assez historiques, nous avons eu à Paris-Montsouris, par exemple, en région parisienne, une occurrence de 168 km à l'heure dans une zone urbaine, donc bien évidemment, potentiellement extrêmement dangereux. 1999 et donc ces fameuses tempêtes ont finalement nous ont permis de vraiment prendre conscience que la sécurité des biens et des personnes était notre mission première. Et à l'issue de ces tempêtes, diapo suivante s'il vous plaît, nous avons décidé de créer quelque chose, un type de communication à laquelle vous êtes aujourd'hui tout à fait sensibilisés. C'est ce que nous appelons la carte de vigilance. Donc, sur cette diapo suivante, eh bien, nous avons ici, en 1999, bien évidemment, la vigilance météorologique n'existait pas encore. Et c'est à l'issue de cette tempête que nous avons décidé donc de proposer 4 couleurs pour avertir la population française quant aux risques météorologiques prévus dans les 24 heures à venir. Donc, bien évidemment, lorsque votre département est en vert, eh bien, aucun risque météorologique n'est prévu. En jaune, un risque est signalé qu'il faut surveiller. En orange, attention, le risque est important, il faut faire très attention, être très vigilant. Et enfin, en rouge, couleur ultime, eh bien, c'est une vigilance généralement qui, lorsqu'elle concerne votre département, eh bien, vous intime fortement à rester chez vous pour protéger en attendant que l'événement se termine. Et donc, lorsque nous simulons quelles auraient pu être ces cartes de vigilance les 26 et 27 décembre 1999, eh bien voilà, la moitié de la France en vigilance rouge, le 26 moitié nord, le 27 moitié sud, et donc bien évidemment quelque chose d'assez exceptionnel, un événement, je dirais, qui aura marqué le conscient collectif, mais aussi les scientifiques qui travaillent sur ces phénomènes. Alors, je ne peux m'empêcher de vous parler de valeurs significatives de vitesse de vent. Donc, si on peut, s'il vous plaît, passer sur la diapo suivante, ou donc quelques valeurs remarquables. Alors, tout d'abord, avant, je dirais, de parler des valeurs remarquables en France métropolitaine, abordons la notion de quelle est la vitesse maximale du vent que l'on a pu mesurer à la surface du globe. Bien évidemment, les phénomènes météorologiques les plus puissants en termes de vitesse de vent sont des phénomènes météorologiques orageux, donc avec le fameux nuage orageux qu'on appelle le cumulonimbus. Et ce cumulonimbus, on va le retrouver, par exemple, en très grande quantité dans les ouragans, dans les cyclones, qui sont les perturbations les plus puissantes observées à la surface de la Terre. Et par exemple, le 10 avril 1996, en Australie, nous avons mesuré la vitesse du vent à l'intérieur de l'ouragan à peu près 408 km à l'heure. Donc, imaginez 408 km h, c'est quand même quelque chose, on est 4 fois plus vite que les 100 km/h qui permettent de définir une tempête en France. 408 km/h, évidemment, ce n'est pas mesuré avec un instrument de mesure traditionnel, c'est mesuré avec des sondes que l'on lâche d'avion depuis une altitude de 10 ou 12 km, qui, lorsqu'elles vont plonger dans le cœur du cyclone, vont transmettre des vitesses de déplacement, on appelle ça des drop sondes, et qui nous permettent effectivement d'imaginer ces vitesses au-delà de 400 km/h. La vitesse maximale n'est pas de 408 km. La vitesse maximale absolue, mesurée par un radar Doppler, est de 484 km à l'heure en 1999 dans une tornade. Donc la tornade est bien évidemment un phénomène associé au fameux nuage cumulonimbus dont je vous parlais
il y a quelques secondes. Et on a estimé grâce au radar 484 km/h de vent. Donc, on peut aisément imaginer que lorsque de tels vents s'abattent sur une agglomération, et bien évidemment, l'agglomération est hachée menue comme passer dans un moulin. Alors, juste pour faire une petite précision technique, si je viens de vous parler du radar Doppler, sans faire de cours de physique et d'acoustique, un radar Doppler, en fait, lorsque vous voyez, par exemple, lorsque vous entendez arriver une voiture de pompiers sirène hurlante, à mesure que la voiture de pompiers se rapproche de vous, eh bien, le son de la sirène est de plus en plus aigu, de plus en plus strident. Elle vous passe devant et à mesure que la voiture de pompiers s'éloigne de vous, le son de la sirène est de plus en plus grave, de moins en moins, je dirais, strident. C'est le déplacement de l'onde sonore. C'est l'effet Doppler qui nous permet d'analyser cet événement, ce phénomène. Et c'est le même effet qui nous permet donc d'estimer les vitesses de vent dans les temps. Donc ça, c'était un petit point, un petit focus, je dirais, sur les valeurs extraordinairement importantes mesurées à la surface de la Terre. Revenons plus localement donc dans notre pays, la France métropolitaine évidemment, parce que la France outre-mer connaît elle aussi des vitesses de vent très importantes lors des perturbations cycloniques. Je viens d'en parler. Sur le territoire français en métropole, déjà, comme vous avez pu le voir, là, je viens de vous présenter un petit peu les valeurs observées donc, à Montpellier, à Gourdon, à Rodez, pour ces fameuses tempêtes de 1999. A-t-on déjà observé des vitesses de vent supérieures à 200 km/h en France? Alors, il faut tout de même distinguer les tempêtes, les vitesses de vent mesurées entre guillemets en plaine par rapport aux vitesses de vent mesurées en altitude. Alors, pour les phénomènes météorologiques, on fait la distinction, on considère qu'on est en altitude à partir de 750 mètres. Par exemple, au Montégoal, donc aux alentours des 1500 mètres, en 2016, nous avons mesuré 251 km/h, donc bien évidemment une vitesse extrêmement élevée, mais elle est en montagne. Donc en montagne, étant donné que la masse d'air est relativement décorrélée de la rugosité du sol, le vent, naturellement, plus on s'élève en altitude, plus le vent forcit. Et la preuve, lorsque nous montons aux environs des altitudes de 10 km, nous avons en permanence des vents qu'on appelle les jet streams, qui peuvent allègrement dépasser les 200 km/h et souffler à 300 km/h à ces niveaux d'altitude. Donc, bien évidemment, en altitude, on aura régulièrement un vent important. Un fait marquant, c'est l'événement particulièrement dramatique qui s'est produit cet été en Corse, avec un orage multicellulaire, donc plusieurs cumulonimbus extrêmement puissants qui sont gavés d'énergie sur une Méditerranée très chaude et sont venus s'échouer sur les côtes occidentales de la Corse et ont permis notamment à Mariana. Alors Mariana est quand même à une altitude de 500 mètres, mais on considère que c'est un vent mesuré en plaine avec donc 225 km/h. Donc bien évidemment, un événement particulièrement dramatique et qui donc a eu d'énormes conséquences avec notamment le déploiement de nouvelles bouées entre îles Baleares et Corse, bouées instrumentées bien évidemment, qui vont nous permettre de mieux appréhender l'arrivée de ces phénomènes météorologiques. Nous mesurons en France le vent, ça sera mon petit point de conclusion. Le vent est mesuré sur au moins 1000 points de mesure équipés d'anémomètres de girouette répartis sur tout le territoire français, avec donc un maillage de mesure, je dirais, excellent. Le problème, lorsque je veux prévoir un phénomène tempétueux pour quelques jours d'échéance, eh bien, ce phénomène tempétueux, avant de venir s'échouer sur les côtes françaises, il vit sa belle vie en plein milieu de l'Atlantique. Et le problème est que les mers et océans sont un petit peu des déserts de mesure. On peut aisément imaginer qu'il est facile d'implanter une station météorologique sur le sol, sur la terre ferme, plutôt qu'en mer. Alors nous avons un réseau de bouées, nous avons des bateaux équipés d'instruments, mais la connaissance des éléments initiaux de la tempête qui est à venir sont, je dirais, parfois un petit peu méconnus ou en tout cas mal connus, mal estimés, ce qui peut, je dirais,
insérer des erreurs de prévision, mais ceci est, je dirais, désormais de plus en plus amélioré grâce à l'utilisation de plus en plus massive des satellites météorologiques. Nous vivons une révolution depuis une trentaine d'années avec les nouvelles générations de satellites météorologiques qui vont considérablement améliorer les prévisions de ces phénomènes tempétueux. Voilà pour mon diaporama. Merci beaucoup, Sébastien. Du coup, on vient de parler des vents en mer. Paul, vous nous avez dit que l'éolien allait s'exporter en mer. Est-ce que vous pourriez nous parler du futur de l'éolien, du coup, pour la France, s'il vous plaît? Je veux bien qu'on remette à l'écran mon petit diaporama avec la diapo suivante, parce qu'effectivement, l'éolien en mer, c'est un nouvel avenir pour l'éolien. Il y aura toujours de l'éolien sur Terre, ça s'implante toujours, il y a de la place, il y a du vent, c'est à proximité des lieux de consommation, mais en mer, le vent est plus régulier et plus fort. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on récupère en fonction du cube de la vitesse du vent, donc on va chercher à mettre des éoliennes en mer. Et sur cette carte, donc ce n'est pas une carte très élaborée, elle est très simpliste, hein, mais on voit que les zones qui sont en rouge sont des zones donc, avec des vitesses moyennes annuelles des vents supérieures à 9 mètres par seconde. Donc pour les exploitants de parcs éoliens, c'est une vitesse très intéressante. Il y a tout le nord de l'Europe, hein, l'Écosse, l'Irlande, et puis la Méditerranée au large de l'Aude, au large de l'Hérault et puis au large des Bouches-du-Rhône. La diapo suivante pour dire que ce développement de l'éolien en mer est engagé en France avec de l'éolien en mer posé. Hein. Il y a un programme aujourd'hui avec 6 ou 7 parcs éoliens en mer qui sont développés, avec le premier, là, le parc éolien de Saint-Nazaire, qui est composé donc, de 80 machines de 6 MW et donc une puissance totale de 480 MW qui vient d'entrer en production. Et puis, on a 3 autres dont le chantier ont commencé et qui rentreront en production, a priori, en 2023, tous les 3. À Saint-Brieuc, à Fécamp et à Courseulles-sur-Mer. Donc ça, c'est l'éolien en mer qui est posé, hein, il est posé sur le sous-sol de la mer, il entre dans le sous-sol de la mer. Donc ça, c'est une technologie qui est mature. En indication, en Europe, il y a 120 parcs éoliens en mer. Donc sur les 120, il y en a un en France. Donc ça montre l'énorme retard de la France en matière de développement de l'éolien en mer, mais ça montre aussi que c'est une technologie mature. Et puis, la diapo suivante, c'est l'éolien en mer qui est flottant. Donc, ce n'est pas un éolien en mer qui se promène. Hein. On a la même éolienne que sur Terre, la même éolienne que sur l'éolien en mer posé, qui est posé sur un flotteur. À gauche, c'est un flotteur en béton. À droite, c'est un flotteur en acier. Ça, c'est pour les 2 projets de parcs éoliens qui vont être a priori construits en 2023, voire 2024, au large de Gruissant et de Leucate. Donc, on est dans des eaux de grande profondeur, de plus grande profondeur. On ne peut pas les poser au fond de la mer. Donc, on est sur des structures flottantes qui sont tenues par des systèmes d'ancrage. L'avantage, c'est qu'on construit le système dans le port. Aujourd'hui, c'est le port de Port-la-Nouvelle qui a été sélectionné et qui assemblera ces éoliennes. Et puis, elles vont être acheminées tranquillement sur leur lieu de vie où les ancrages ont déjà été positionnés. Donc, le futur, c'est celui-là, mais je dirais que c'est un double futur, un triple futur. Toujours de l'éolien sur Terre, de l'éolien en mer posé et de l'éolien en mer flottant. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, en tout cas. On va pouvoir passer aux questions.
Si vous êtes en présentiel, je vous invite à donner vos questions à mes collègues pour qu'elles puissent nous les transmettre. Si vous êtes en distanciel, n'hésitez pas à prendre la parole ou par le chat, si vous préférez passer par le chat, pour que je puisse poser les questions. Ou à lever la main, évidemment, pour pouvoir prendre la parole. Alors, on va attendre quelques secondes. Alors, j'ai quelques questions du coup qui sont présentielles. Donc, j'en ai une première qui est une question donc sûrement pour vous, Paul, hein, qui est qu'en est-il de l'éolien individuel? Donc, l'éolien individuel a plusieurs, on va dire, difficultés, ou plusieurs, surtout, je vais plutôt dire plusieurs limites. C'est d'une part que la ressource en vent n'est pas très importante, hein. Comme je montrais tout à l'heure dans l'illustration, mais plus on est proche du sol, moins le vent est fort et élevé. En plus, c'est un vent qui est turbulent, parce que ce vent-là, il va se frayer un chemin au milieu de la végétation, au milieu de l'urbanisme. Donc, on ne va pas avoir un vent de qualité comme un vent en altitude. Donc, c'est un vent aussi qui est donc de faible vitesse. Et donc, la combinaison de tout ça fait qu'on n'a pas une production très conséquente. En plus, ça reste une machine en mouvement, hein. Donc, c'est une machine qui peut faire du bruit, qui présente une certaine dangerosité. Donc, c'est que dans quelques cas bien précis, plutôt rares, plutôt exceptionnels, qu'on peut envisager le développement du petit éolien, hein. Donc, là, tout à l'heure, j'ai commencé à dire que j'étais un représentant de l'association Négawatt qui a travaillé sur un scénario pour une France 100% renouvelable en 2050. Et donc, dans notre scénario, hein, qui fait la prospective énergétique, on s'appuie beaucoup sur la sobriété énergétique pour limiter nos besoins, beaucoup sur l'efficacité énergétique pour réduire nos besoins de consommation, et le reste sont satisfaits par les énergies renouvelables qui existent, dont l'éolien, dont le solaire, dont la biomasse, dont le gaz renouvelable. Et par exemple, on ne table pas sur de l'éolien individuel parce que ce seront des besoins, ça satisfera des besoins individuels, mais ce ne sera jamais une solution collective. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Sébastien, je pense que la prochaine est pour vous. C'est comment fait le NHC pour prévenir les ouragans? Alors, pour prévenir la population ou pour prévoir les ouragans? Alors, je pense qu'on aura un délai, donc peut-être répondre aux deux. Parce que, Allez, ok. Alors, tout d'abord, en termes de prévision météorologique. En termes de prévision météorologique, eh bien, nous utilisons des modèles de prévision de temps, hein, qui embarquent des équations de la thermodynamique qui permettent de décrire l'écoulement de l'atmosphère. Et donc, pour prévoir l'évolution de conditions météorologiques, il faut dans un premier temps observer, mesurer. Pour initialiser un modèle de prévision, il est obligatoire d'observer, de mesurer, de connaître le temps qu'il fait en tout point de la Terre à l'instant T. Et que ce soit pour la modélisation d'un cyclone, pour la modélisation d'une tempête, par exemple en France, pour la modélisation de chutes de neige, que sais-je, il faut obligatoirement mesurer, observer et connaître le temps qu'il fait. Et dans le cadre des perturbations cycloniques, ce sont des perturbations qui sont essentiellement des perturbations que l'on observe dans les mers et océans très chauds. Un cyclone ne se développe qu'à la verticale d'une eau qui fait au moins 25 degrés de température moyenne sur 50 mètres de profondeur. Donc évidemment, on observera ces phénomènes dans des bassins particuliers. Et pour parler de l'Atlantique Nord, les cyclones naissent aux alentours, au large des îles du Cap-Vert, circulent dans le flux d'Alizé jusqu'en direction des Antilles et remontent dans le golfe du Mexique. Donc le NHC bénéficie de peu de données finalement parce que le cyclone aura passé toute sa vie sur l'océan. Donc c'est là que interviennent notamment toutes les données issues des satellites et notre prévision des cyclones ne peut aller qu'en s'améliorant dans les décennies à venir. Quant à la prévention, quant à l'information communiquée aux populations, parce qu'un service météorologique, c'est avant tout un service qui assure la sécurité des personnes et des biens. Les Américains sont très en avance, car très confrontés notamment au phénomène de tornades. Donc, ils ont un système de vigilance et surtout
mise à disposition de l'information à la population beaucoup plus avancée que nous, Européens. Donc, il fut une époque où, bien évidemment, c'était comme en France, hein, les sirènes d'alarme qui se mettaient à sonner à l'approche d'une tornade et tout le monde descendait dans les caves. Désormais, c'est plutôt sous forme de push de messages sur les téléphones. Hein, et je pense qu'à l'avenir, il est fort probable que l'avenir de la vigilance météorologique en France, avec bien évidemment une vigilance météorologique, c'est Météo France qui la décide, mais aussi le préfet, donc en accord avec les préfectures et les autorités de la France, de pourquoi pas mettre à disposition des alertes SMS, sachant qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des Français disposent d'un smartphone. Merci beaucoup. Une question qui vous concerne tous les deux. En fait, j'ai eu plein de fois la question, donc je vais essayer de faire un petit regroupement en espérant ne pas faire d'impact. C'est globalement, donc, avec le réchauffement climatique et les changements que ça va apporter en termes de météo, quel va être l'impact sur l'éolien, qu'est-ce que ça va changer, et notamment, est-ce que ça va impacter sur les projets en mer ou sur terre? Alors, je peux éventuellement commencer avec cette notion donc, de changement climatique. Alors, le changement climatique est constaté, est prégnant. Hein. Nous venons de passer une année 2022 qui, je pense, il nous reste encore 3 semaines, elle n'est pas tout à fait terminée, mais sera l'année la plus chaude depuis les mesures météorologiques qui datent de la fin du 19e siècle. Donc, effectivement, le changement climatique est là. Lorsque les rapporteurs du GIEC donc, nous font part de leurs prévisions pour 50 ans à venir, voire 100 ans à venir, eh bien, on peut dégager des scénarios. Il y a plusieurs scénarios. Des scénarios très pessimistes, des scénarios un petit peu moins pessimistes. Néanmoins, quand on me pose effectivement souvent la question, va-t-il y avoir plus de tempêtes? Les tempêtes seront-elles plus puissantes? Alors, pour l'instant, la fréquence d'occurrence de tempêtes, semble-t-il, n'est pas particulière. Il n'y a pas de signal vraiment significatif sur une augmentation des occurrences de tempêtes significatives. Par contre, peut-être que certains événements météorologiques particuliers, dans les tempêtes ou dans des systèmes orageux, pourraient être non pas plus nombreux, mais probablement plus puissants. Donc, peut-être des occurrences, comme nous l'a très bien dit Paul, hein, une éolienne quand même, je dirais, un range de fonctionnement entre secondes et 25 mètres secondes. Donc, effectivement, si les occurrences de vent supérieures à 25 mètres secondes augmentent, eh bien, les éoliennes seraient probablement plus fréquemment débrayées. Mais je dirais que la communauté scientifique s'accorde donc à dire que le changement climatique est en route, mais pour établir de vraies perspectives d'avenir aussi précises qu'il y aura plus de tempêtes ou non, on est encore, je dirais, on ne peut pas vraiment trancher. Paul, peut-être vous voulez rebondir? Ouais, je peux juste rajouter une petite information, c'est le fait que les éoliennes savent résister à toutes les tempêtes, hein, parce que quand il y a une tempête, donc le rotor est bloqué, et puis si la tempête est trop importante, ben, le rotor se met je dirais, face au vent, enfin de profil et pas face au vent, pour mieux encaisser les grands vents. Donc, les éoliennes savent résister à toutes les tempêtes, on va dire, européennes. Par contre, aujourd'hui, ils ne savent pas résister aux ouragans et aux cyclones parce que les énergies sont trop importantes. Donc là, concrètement, ça voudra dire peut-être éventuellement un vieillissement un peu plus accéléré, mais ça ne va pas bouleverser la récupération de l'énergie du vent en mer. Merci beaucoup. Mais justement, Paul, du coup, j'ai une question qui rebondit sur ce que vous venez de dire et qui demande quelle est la durabilité de l'éolien et est-ce qu'elles sont recyclables ou pas? Donc, aujourd'hui, une éolienne, si je parle d'une éolienne terrestre, les composants de l'éolienne, c'est avant tout de l'acier et en second, ce sont les pales en fibre de verre.
Donc les pales en fibre de verre aujourd'hui, elles sont pas recyclées, mais elles finissent pas en décharge, hein. Elles sont broyées, elles sont brûlées pour être valorisées de manière limitée. Donc le recyclage des pales, c'est quelque chose qui est en marche, hein. Aujourd'hui, on sait faire des pales recyclables, et donc ce n'est pas un problème technique. Je dirais aussi que on soulève la question pour les pales des éoliennes, mais tous les bateaux qui sont construits et produits en France sont en fibre de verre, et on pose moins la question pour ces bateaux. En tout cas, c'est pour dire qu'il n'y a pas que la filière éolienne qui est concernée par ces sujets-là, qu'il y a aussi la filière nautique, et que donc il y a des synergies entre les deux. Donc et ça, c'est pour la partie éolienne. Et la partie des fondations qui sont en béton, aujourd'hui, il y a une obligation de démantèlement intégral des fondations une fois que l'éolienne est arrivée au terme de son exploitation. Merci beaucoup. Alors, j'ai vraiment beaucoup de questions, donc je pense que je n'aurai pas le temps de toutes les poser. Je m'excuse déjà si je ne peux pas poser les questions de tout le monde. Je vais essayer de voir celles qu'on a déjà partiellement répondues. Je m'y perds un peu. Alors, j'avais des questions sur comment est acheminée l'électricité de l'éolien en mer jusqu'à la Terre. Par un câble sous-marin, hein. Juste pour dire un exemple, aujourd'hui, la Corse est alimentée pour partie en électricité par des câbles sous-marins. Il y a des liaisons sous-marines entre la France et l'Angleterre. Donc, c'est des technologies qui sont maîtrisées, connues et puis opérationnelles. Merci beaucoup. Toujours pour vous, Paul, je pense. Est-ce qu'il y a des études que l'on peut consulter pour voir les impacts de l'éolien sur terre et en mer, et avec en moyenne le coût de création et d'installation? Alors, en gros, tout est disponible sur le net, hein. Je ne peux pas arriver à répondre instantanément à cette question-là en disant où est-ce que c'est disponible, mais en gros, tout est disponible, quoi. Donc, on a des retours d'expérience, parce que comme je disais tout à l'heure, on a 120 parcs éoliens en mer qui fonctionnent. Il y a des retours d'expérience, il y a des synthèses qui ont été faites par des ministères, par des institutions, par des ONG. J'ai aperçu donc une question moi, dans le chat, et je peux y répondre sur l'impact des éoliennes en mer. L'impact des éoliennes en mer, il y a 3 impacts des éoliennes en mer, en sachant qu'il y a l'impact de la construction, qui est un chantier, donc qui peut être perturbant. Donc, quand on prend les précautions pour ce chantier, on limite les conséquences. Et en fonctionnement, il y a 3 types d'impacts. Il y a un effet récif, hein. Les éoliennes en mer sont des structures métalliques qui vont fixer le début d'une chaîne alimentaire. Il y a un effet réserve, parce qu'à l'intérieur de la centrale éolienne en mer, il va y avoir moins de pêche, et il y a quand même des pêches qui sont peu durables, qui sont peu écologiques. Donc, c'est 2 effets positifs. Et puis, il y a un effet répulsif qui, là, est un effet qui peut être négatif pour des mammifères marins ou autres, quoi. Donc, c'est les trois impacts que l'on connaît des éoliennes en mer et qu'on peut trouver en matière de synthèse, que les synthèses indiquent. Merci beaucoup. J'ai une question, je pense, pour Sébastien. Mais il faut votre diapo, donc il faut un peu de temps qu'on le remette. C'est sur la carte de France, il y avait 4 flèches orange pour les vents locaux. Oui. Et la question, c'était qu'est-ce qu'elles représentent? 4 flèches orange. Donc voilà. Tu peux... Sur cette carte, hein? Alors, je n'ai pas, je vérifie. C'était au niveau de la Bretagne. Ah oui, alors au niveau de la Bretagne, c'est des vents. Alors, lorsqu'une dépression va arriver sur la pointe bretonne, lorsque la dépression va arriver, elle va dans un premier temps, autour d'une dépression, le vent s'enroule dans le sens anti-horaire. Donc, il s'enroule, et donc lorsque la dépression va arriver, elle va d'abord frapper la pointe bretonne avec un vent de suroît, de sud-ouest,
puis progressivement, le vent va basculer au sud-est, le suer, et puis à mesure que la dépression va circuler plus vers l'intérieur de la France, eh bien, la Bretagne sera désormais sous l'effet d'un vent de nord-est, le nord-est, et lorsqu'elle aura définitivement évacué la région, un vent de nord-ouest. En fait, c'est comme la pointe bretonne est vraiment, je dirais, comment dire, c'est comme la proue d'un navire qui est à l'avant en plein océan. Elle reçoit de plein fouet, c'est la première à recevoir de plein fouet le creux dépressionnaire qui va circuler très rapidement sur cette région. Et donc, les vents, en quelques heures, peuvent très rapidement changer de direction. Et d'ailleurs, on le sait tous, en Bretagne, il est courant de dire qu'en une journée, on voit passer les 4 saisons. Et c'est vrai qu'on peut aussi voir passer les 4 directions de vent dominants sur cette région. Merci beaucoup. Une dernière question très rapidement, puisqu'on déborde déjà un peu. Donc, toujours pour vous, Sébastien, c'était vis-à-vis des cartes de vigilance. Quel est le temps, en fait, pour prévoir concrètement? Quel est le temps pour prévoir? Alors, nous faisons des prévisions du temps toutes les 3 heures. Nous faisons des prévisions du temps toutes les 3 heures. En fait, nous avons la prévision du temps est avant tout une prévision effectuée de manière automatique par des très très gros calculateurs parce que la quantité de calcul est totalement impressionnante. Donc, nous allons par exemple faire une prévision à minuit et puis on va refaire une prévision à 3 heures du matin. Et ce qui est courant de faire est que, par exemple, mettons, aujourd'hui à minuit, nos modèles de prévision ont fait un premier calcul de prévision. Et par exemple, à minuit, nos modèles de prévision vont déjà prévoir certains paramètres prévus pour 3 heures après. Donc à minuit, on sait prévoir ce qui se passera à 3 heures du matin. Et dès qu'on arrive à 3 heures du matin, avant de refaire une nouvelle prévision, on regarde si ce qui avait été prévu à minuit et ce qui est désormais observé à 3 heures, est-ce que la prévision est bien corrélée avec l'observation? Si c'est le cas, eh bien, on ne change pas notre méthode de prévision et on considère que notre choix de modélisation est le bon. Donc, en fait, la prévision du temps est effectuée toutes les 3 heures, remise à jour en permanence, une fois de plus à cause, je dirais, d'une mauvaise connaissance exacte des conditions initiales. Si jamais la prévision, je dirais, était parfaite, eh bien, il suffirait de faire la prévision le dimanche soir pour l'année à venir, et puis ensuite, on est une semaine en vacances et on refait la prévision le week-end suivant. Évidemment, cela ne marche pas comme ça. Donc, on fait la prévision en permanence. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, une vigilance météorologique ne peut dépasser 24 heures d'échéance parce que c'est déjà au-delà de 24 heures, l'incertitude augmente. Eh bien, merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux pour votre participation. C'était vraiment très, très intéressant. J'invite tout le monde à se prendre un petit café avant la prochaine table ronde qui commencera à 11h. Merci. Merci. Merci pour l'invitation.